Oral questions, questions orales. L'honorable député de Mégantic-L'Érable-Lotbinière. Monsieur le Président, il y a 3 ans, l'actuel ministre des Finances promettait fermement et avec son enthousiasme débordant de stabiliser les prix des aliments. Un gros spectacle qui n'a pas donné grand-chose. Aujourd'hui, le coût du panier d'épicerie continue d'augmenter. Puis l'actuel premier ministre, lui, a dit qu'il serait jugé par les prix à l'épicerie. Bien, c'est un échec. Le Canada est le pire pays du G7 en inflation alimentaire. Il n'y a pas de prix qui baisse. Son plan marche pas. Pourquoi les Canadiens devraient-ils croire ce premier ministre quand le dernier plan libéral a mené à la pire inflation alimentaire du G7? Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, c'est aujourd'hui même que cette Chambre prendra probablement la décision d'envoyer au Sénat un projet de loi qui fournira de l'aide jusqu'à 1800 $ à une famille canadienne pour justement aider avec les enjeux d'abordabilité et surtout d'abordabilité pour les aliments et les biens essentiels. Nous avons exhorté l'opposition officielle de nous appuyer là-dedans. Nous sommes très contents qu'ils aient cru bon de le faire. Et aujourd'hui, journée historique pour l'abordabilité au Canada. L'honorable député de Mégantic-L'Érable-Lotbinière. Journée historique pour l'abordabilité. Ça ne fera pas baisser aucun prix à l'épicerie, son crédit de TPS, Monsieur le Président. C'est pas ça, rendre les prix abordables. Rendre les prix abordables, ça veut dire faire baisser les prix à l'épicerie. Ce qu'ils vont faire, Monsieur le Président, et on est d'accord avec ça, c'est de donner l'équivalent d'un coupon de 10 $ pour une facture d'épicerie de 300 $ pour une famille. Monsieur le Président, la majorité des Canadiens ne verront même pas la couleur de cet argent-là. Est-ce que cet après-midi, comme ils n'ont pas l'air d'avoir d'idées, ils vont voter encore, prendre notre programme conservateur et voter pour notre plan pour rendre l'épicerie abordable? L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, bonne nouvelle aujourd'hui. En effet, les conservateurs vont voter en faveur de notre plan pour aider monsieur, madame, tout le monde à payer l'épicerie. Un plan important qui fait en sorte que 1 800 $ par famille vont pouvoir être remis partout à travers le pays pour des familles qui sont des plus vulnérables. Alors, on remercie les conservateurs de voir la lumière, finalement, et de reconnaître que notre plan fonctionne. Le député de Chilliwack-Hope. Le ministre des Finances, il y a 3 ans, a promis de stabiliser les prix à l'épicerie. Depuis lors, le prix de l'épicerie a augmenté. Le prix de la laitue a augmenté de 40 %, le café 33 %, le bœuf 27 %. C'est un plan recyclé pour un rabais temporaire. Ça ne réduira pas les prix à l'épicerie. Leur plan n'a pas fonctionné. Les libéraux vont-ils appuyer notre plan pour mettre fin à la taxe carbone industrielle et augmenter la concurrence dans les épiceries pour faire baisser les prix pour tous les Canadiens? Le leader en Chambre. Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est une grande journée. C'est le jour où, si tout va bien, nous allons adopter de l'aide historique pour les familles canadiennes. On parle d'aide en matière d'épicerie et de besoins essentiels. Et l'opposition a finalement décidé de cesser ces jeux, de cesser l'obstruction et de permettre à ce projet de loi d'aller au Sénat afin que nous puissions verser cette aide aux familles. Le député de Chilliwack-Hope. La majorité des Canadiens n'obtiendront rien de ce plan recyclé. Un petit nombre de personnes recevront environ 10 $ par semaine, mais ça ne fera pas une différence sur une facture d'épicerie de 300 $ pour une famille de 4 personnes. Le ministre a promis de stabiliser les prix à l'épicerie il y a 3 ans. Il a échoué à l'époque, il échoue encore. Le plan ne fonctionne pas. Pourquoi ne vote-t-il pas pour notre plan d'abordabilité pour réduire la taxe carbone industrielle, la norme sur la consommation de carburant et stimuler la concurrence dans les chaînes d'épicerie? L'honorable ministre. Monsieur le Président, l'automne dernier, ces conservateurs ne faisaient que citer Banque alimentaire Canada. Ils n'ont pas remarqué que Banque alimentaire Canada avait recommandé exactement ce que nous faisons en ce moment, c'est-à-dire mettre plus d'argent dans les poches de ceux qui en ont le plus besoin. Peuvent-ils cesser de bloquer les projets de loi qui aident les Canadiens à obtenir de l'aide? Ils doivent être des partenaires. Les Canadiens s'entraident. Pourquoi ne peuvent-ils pas aider leurs commettants?
Le député de New Tecumseh, Gwillimbury. Monsieur le Président, les nouvelles confirment ce que nous savions déjà. Notre économie est sous assistance respiratoire en raison de la mauvaise gestion des libéraux. Nous avons connu 2 trimestres consécutifs de croissance économique nulle. Alors que notre PIB stagne, l'inflation des produits alimentaires continue de grimper. Cette année, il en coûtera 17 600 $ pour nourrir une famille de 4 personnes, soit près de 1 000 $ de plus qu'en 2025. Pourquoi, sous ce gouvernement libéral, la seule chose qui augmente est le prix de l'épicerie? Monsieur le Président, depuis septembre, nous avons créé 189 000 emplois. C'est une bonne nouvelle pour le Canada. C'est plus d'emplois créés au Canada qu'aux États-Unis. Nous avons la 2e économie en croissance. Il y a des emplois à Thunder Bay, 150 nouveaux emplois à Saint-Bruno-de-Montarville, des nouveaux emplois à La Pocatière, 330 nouveaux emplois à Bombardier, 300 nouveaux emplois à Glencore-Sudbury, d'autres emplois aussi à Saint-Thomas, une circonscription conservatrice. Le député de New Tecumseh, Gwillimbury. Monsieur le Président, ce gouvernement pourrait nous endormir. Mais les libéraux doivent se réveiller. Ils doivent comprendre combien de Canadiens se retrouvent dans la rue à secouer une tasse pour obtenir de la monnaie. Le gouvernement refuse de supprimer la taxe sur les denrées alimentaires. Il refuse de stimuler la concurrence. Il refuse de présenter un véritable plan en matière d'abordabilité. Le rabais ne réduira pas le prix d'un seul article à l'épicerie. Vont-ils soutenir notre plan d'abordabilité et offrir une réelle aide aux Canadiens? L'honorable ministre. Monsieur le Président, la famille moyenne épargne 16 000 $ par année pour les garderies. Vous savez qu'ils refusent de soutenir les jeunes familles avec les coûts de la vie. Les conservateurs de l'autre côté, les familles épargnent 800 $ par année pour nourrir les enfants. Ils refusent de nourrir les enfants à l'école. À chaque mesure, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Pourtant, ce sont des mesures recommandées par les experts et leurs propres commettants. Quand vont-ils finir par comprendre? Saint-Jean. Monsieur le Président, il y a des retraités qui ne reçoivent pas leur pension de vieillesse depuis 9 mois à cause du logiciel QRAM et le gouvernement les ignore. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à se faire ignorer. Le gouvernement ignore aussi l'avis de ses propres fonctionnaires. Dans un sondage interne, plus de la moitié d'entre eux donnent au logiciel une note de 1 sur 10. 89 d'entre eux jugent que QRAM a entravé plutôt qu'améliorer les services aux citoyens. Quand est-ce que les libéraux vont sortir la tête du sable et régler le problème? Bravo! L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles. Merci, Monsieur le Président. La mise en œuvre de nouvelles plateformes de versement de prestations nécessite une période d'adaptation. Le ministère travaille sans relâche pour s'assurer que le personnel dispose des outils nécessaires pour se familiariser avec le nouveau système et verser efficacement la prestation. Si quelqu'un rencontre des difficultés avec la prestation, veuillez contacter Service Canada. Je les invite à contacter mon cabinet directement afin que nous puissions répondre à leurs demandes. Député de Saint-Jean. Monsieur le Président, ça fait des mois qu'ils tirent la sonnette d'alarme. Et dans un document fourni à la presse, le syndicat dit que QRAM cause des problèmes similaires au fiasco Phoenix, mais à plus grande échelle. Et c'est pas tout, écoutez ça. Le rapport du syndicat révèle ceci, et je cite. Une procédure indique clairement qu'il ne faut surtout pas indiquer aux citoyens que les retards ou erreurs de paiement sont reliés à QRAM. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement a ordonné aux fonctionnaires de mentir plutôt que de régler le problème? L'honorable secrétaire d'État pour les aînés. La conversion pour la sécurité de l'AVS est terminée. Elle a été réalisée en deçà du budget
Plus de 7 millions d'aînés reçoivent maintenant leurs prestations à temps grâce à un système moderne. Le coût total de Curam vise à couvrir 4 projets distincts. Un montant de 6,6 milliards de dollars constituait le montant prévu et approuvé sur la durée de vie du projet. L'honorable député de Shefford. Monsieur le Président, il y a des retraités qui attendent leur pension de vieillesse depuis 9 mois. Et pendant ce temps-là, on apprend que non seulement le gouvernement fait semblant que tout va bien, non seulement il ne répond pas à la vérité ni aux médias ni à nos questions, mais il demande à ses fonctionnaires de mentir aux citoyens et de leur dire que leurs problèmes n'ont rien à voir avec le logiciel Curam. Monsieur le Président, ça devrait être quoi la priorité des libéraux? Aider les retraités ou protéger leurs fesses? Quand même, attention au décorum. L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles. Merci, Monsieur le Président. Notre cabinet a contacté le député d'en face, mais nous n'avons pas encore reçu de réponse. S'ils ont des cas urgents à résoudre, je les invite à contacter mon cabinet afin que nous puissions répondre à leurs demandes. Je suis prête d'aider leurs constituants. Le député de King Vaughan. Les personnes âgées ont bâti ce pays et maintenant, elles doivent prendre la difficile décision d'acheter l'épicerie ou les médicaments. Elles ne peuvent pas absorber ces coûts et ne peuvent pas se permettre de sauter des repas. Il y a 3 ans, le ministre des Finances a promis de stabiliser les prix à l'épicerie. Encore une promesse non tenue. Le Canada connaît la pire inflation alimentaire du G7. Les conservateurs ont les solutions. Supprimer la taxe sur la carbone industriel, supprimer la taxe sur les normes de consommation de carburant, offrir une véritable concurrence aux supermarchés. Les libéraux adopteront-ils notre proposition et feront-ils preuve d'empathie envers nos aînés afin qu'ils puissent vivre dans la dignité? La secrétaire d'État. Voilà pourquoi nous n'adoptons pas leur plan. La seule personne qui pense que ça va fonctionner, c'est leur chef. Nous suivons les conseils de Banque alimentaire Canada. Nous suivons les conseils des experts. Les aînés nous disent qu'on parle beaucoup du rabais qui n'aide personne, mais moi, je ne suis pas d'accord. C'est une mesure ciblée pour aider les gens à revenus fixes. C'est une aide pour les gens qui ont bâti le pays. Ils peuvent, à tout le moins, cesser de dénigrer le programme. Le député de King Vaughan. La remise recyclée des libéraux ne résout pas le problème des coûts élevés à l'épicerie. Certaines personnes âgées ne recevront que 10 $ par semaine, soit moins que le coût d'une tasse de café par jour, qui a, soit dit en passant, augmenté de 33 %. Cette économie de 10 $ revient à recevoir un autre coupon. Cette remise est un aveu de l'échec des politiques de ce gouvernement et ne changera pas grand-chose pour les personnes âgées. Je demande donc à nouveau au gouvernement s'il acceptera notre proposition et l'utilisera pour garantir que nos aînés puissent vivre dans la dignité. La secrétaire d'État. Vous savez ce qui ferait une différence pour lutter contre l'insécurité alimentaire, Monsieur le Président? Veillez à ce que les aînés aient l'argent dans leur poche pour acheter l'épicerie, pour acheter du papier hygiénique, du café. Ces articles ne sont pas contrôlés par le gouvernement. On contrôle ce qu'on peut. On veille à ce que les aînés aient l'argent nécessaire pour payer leurs besoins essentiels. C'est aussi pourquoi nous veillons à ce que 1 million de Canadiens pourront accès aux prestations auxquelles ils ont droit grâce à la production automatique de déclarations de revenus. J'entends le député de Vernon. Le député de Calgary, Signan Hill. Monsieur le Président, alors que les libéraux parlent de se retrousser les manches, les Canadiens moyens ne voient que la hausse du prix à l'épicerie. L'inflation des prix à l'épicerie a doublé depuis l'arrivée au pouvoir du premier ministre. Le pourcentage de personnes âgées qui ont recours aux banques alimentaires a augmenté de 22 % en 5 ans, obligeant les aînés à choisir entre les repas et les médicaments.
Les conservateurs veulent des résultats. Le premier ministre appuiera-t-il notre motion visant à stimuler la concurrence dans les chaînes d'épicerie et à éliminer la taxe sur le carbone industriel ainsi que la taxe sur les normes relatives au carburant pour faire baisser les prix à l'épicerie? L'honorable ministre. Monsieur le Président, les conservateurs ont passé les 2 derniers mois à parler de banque alimentaire, mais ils doivent vraiment écouter les parents d'Edmonton. Les gens sur le terrain disaient bien accueillir l'annonce du premier ministre. C'est ce que les gens nous ont dit en Alberta, y compris dans les circonscriptions conservatrices. Cette mesure aidera 1,3 million d'Albertains, y compris ceux des circonscriptions conservatrices. La députée de Cambridge. Monsieur le Président, la crise de l'inflation à l'épicerie déchire les familles et détruit nos communautés. J'ai reçu une lettre d'un aîné de Cambridge dont le fils a dû revenir vivre chez lui parce qu'il ne pouvait plus assumer le coût de la vie. Il veut se marier, mais ne peut même pas quitter le domicile de sa mère pour fonder sa propre famille. Avec une augmentation de 40 du prix de la laitue, 30 du bœuf et 10 des légumes en conserve, il ne reste tout simplement plus d'argent. Ce gouvernement fait beaucoup de bruit pour rien en matière d'accessibilité alimentaire. Les conservateurs vont-ils prendre le gouvernement va-t-il prendre des mesures concrètes pour faire baisser les prix à l'épicerie? L'honorable ministre. Monsieur le Président, le défi est complexe. Il faut faire preuve de leadership. C'est pourquoi le nouveau gouvernement du Canada en fait plus. Nous mettons en place des solutions à long terme. Nous veillons à ce que les Canadiens obtiennent l'aide dont ils ont besoin maintenant. Nous avons des chaînes d'approvisionnement plus résilientes pour que les coûts additionnels ne soient pas répercutés sur les consommateurs. Monsieur le Président, nous allons aussi faire en sorte que les Canadiens obtiennent 5 années de soutien. Ça représente beaucoup d'argent par mois pour une famille. Le député de Calgary, Skyview. Monsieur le Président, il y a 3 mois, le ministre des Finances a promis de stabiliser les prix à l'épicerie. Il a échoué. Depuis lors, la laitue a augmenté de 40 le bœuf de 27 et le lait maternisé de 14 Le Canada affiche le taux d'inflation alimentaire le plus élevé du G7. 2,2 millions de Canadiens fréquentent les banques alimentaires à chaque mois. Les Canadiens sont en difficulté. Nous voulons des résultats concrets. Les libéraux appuieront-ils notre motion en faveur d'un plan pour rendre les denrées alimentaires plus abordables, qui supprime la taxe industrielle sur le carbone, la taxe sur les normes relatives au carburant et accroît la concurrence dans les épiceries? Oui ou non? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, ils ont parlé du bœuf, ils ont parlé du café, des fruits et des légumes. Le Banque alimentaire Canada a confirmé ce que nous savons déjà. Ils ont dit que les coûts d'importation sont importants en matière d'inflation alimentaire. Et on parle en particulier des changements climatiques partout dans le monde. Et ici, c'est évident, Monsieur le Président, quand on a plus d'inondations, plus de sécheresse, ça a des répercussions sur la production. Soyons sérieux pour les solutions, travaillons ensemble. Les Canadiens s'y attendent. Relevons les défis maintenant. Portneuf, Jacques Cartier. Monsieur le Président, j'invite le gouvernement libéral à aller parler aux Canadiens pour savoir à quel point le coût de la vie les fait souffrir. Le ministre des Finances avait promis de stabiliser les prix des aliments il y a 3 ans, mais son plan n'a pas marché. L'inflation alimentaire n'a jamais été aussi haute au Canada. Elle est 2 fois plus élevée qu'aux États-Unis. Ils doivent arrêter de mettre de la poudre aux yeux. Voici la solution des conservateurs, le plan de l'abordabilité. Est-ce que le gouvernement libéral va l'appuyer et enfin agir pour aider les Canadiens? Honorable secrétaire d'État à la Nature. Monsieur le Président, cet après-midi, on va voter en 3e lecture pour l'allocation canadienne pour l'épicerie et les biens essentiels. Puis je suis très heureuse, on va travailler ensemble pour les Canadiens avec cette mesure-là qui va redonner dans les poches des familles de 4 enfants 1 800 $. Ça, c'est redonner du pouvoir d'achat et c'est redonner le contrôle aux familles, pas aux fabricants,
pas aux épiceries, pas à la structure aux familles qui vont décider pour elles. Et c'est ça qu'ils veulent, les Canadiens, avoir le choix. On va leur donner, et merci de votre appui. L'honorable député de Lévis-Lotbinière. Monsieur le Président, il y a 3 ans, le ministre des Finances a promis de stabiliser le prix des aliments. Depuis, le prix de la laitue a augmenté de 40 le prix du café a augmenté de 34 et le prix du bœuf a augmenté de 27 Monsieur le Président, au lieu de baisser les coûts, les libéraux mettent un autre plaster sous le bobo avec un autre rabais temporaire. Est-ce que les libéraux vont enfin renverser la tendance en appuyant notre motion conservatrice qui élimine la taxe carbone industrielle, abolit la taxe sur les normes et les carburants et renforce la concurrence dans les épiceries? Bravo. L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, c'est fondamental que le choix soit dans les poches des Canadiens. Et c'est tellement important qu'on est non seulement en train de travailler et à approuver avec eux l'allocation pour l'épicerie, mais on est aussi en train de rebâtir notre économie pour faire face à une guerre tarifaire dont on n'entend jamais parler. Et donc, c'est un système dans lequel on s'attaque pour redonner du pouvoir d'achat aux Canadiens. Et il faut le faire ensemble. Merci, Monsieur le Président. Honorable député de Saint-Hyacinthe, Bagot-Acton. Monsieur le Président, le premier ministre insistait beaucoup à Davos sur la diversification des marchés commerciaux. Et avec raison. Mais pourtant, c'est lui-même qui bloque un accord commercial avec Taïwan. Le représentant de Taïwan au Canada l'a confirmé. Toutes les pages de l'accord sont initialées par les 2 parties. Le document est prêt et il est imprimé dans les 3 langues. Tout ce qui manque, c'est la signature du premier ministre. Et ça bloque à son bureau depuis 9 mois. Est-ce qu'Ottawa est en train d'abandonner un accord avec un partenaire fiable parce qu'il a peur de son nouvel ami chinois? L'honorable ministre responsable du commerce Canada-États-Unis. Monsieur le Président, comme notre collègue a bien souligné, le gouvernement est déterminé à élargir ses partenariats partout dans le monde, notamment dans l'Indo-Pacifique. Le Canada et le Taïwan entretiennent des liens économiques solides et des liens étroits, tout en étant conformes évidemment à notre politique historique d'une seule Chine. Nous continuerons de défendre les intérêts du Canada en diversifiant nos échanges commerciaux et en renforçant nos relations avec des partenaires fiables à travers le monde. Honorable député du Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, Taïwan, c'est un partenaire fiable, une démocratie, une économie de marché. C'est un fer de lance, entre autres en matière de technologie verte et d'intelligence artificielle, des domaines où les échanges seraient profitables. Au Québec, c'est la 6e économie d'Asie. C'est exactement le genre de puissance moyenne avec laquelle le Canada devrait s'unir pour contrer l'hégémonie des géants, selon le discours du premier ministre à Davos. Et pourtant, c'est lui-même qui bloque le deal avec Taïwan pour courtiser la Chine. Monsieur le Président, pourquoi le premier ministre fait-il exactement le contraire de ce qu'il a dit à Davos? Le ministre du Commerce international. Nous avons des partenariats partout dans le monde. Canada et Taïwan ont de bons liens. Nous allons continuer de défendre les intérêts canadiens alors que nous diversifions le commerce. Merci, Monsieur le Président. Le député de Brantford-Brant-Sud, Six Nations. Monsieur le Président, c'est reparti cette semaine à Guelph. La police avertit qu'un délinquant à haut risque ayant des antécédents de violence et de violence d'ordonnance judiciaire avait été libéré après avoir plaidé coupable. La police a déclaré qu'il représentait un danger, en particulier pour les femmes. Mais 2 heures plus tard, il a été arrêté une fois de plus. Encore une fois, le principe libéral a remis un délinquant dangereux dans nos rues. Le premier ministre prendra-t-il enfin la sécurité publique au sérieux et abrogera-t-il les projets de loi C5 et C75? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je crois que c'est important de regarder la situation. Nous avons des projets de loi qui vont permettre de régler la situation qu'il décrit. Le projet de loi C12, dont le Sénat
est saisi le projet de loi C9, le projet de loi C14 qui porte sur la réforme de la mise en liberté sous caution. Et aussi la question des peines consécutives. Encore une fois, je demande aux députés de l'autre côté d'adopter ces projets de loi pour qu'ils deviennent loi. Le député de Brantford-Brant, Sud Six Nations. Cette libération dangereuse s'est produite pour une seule raison, les lois libérales laxistes en matière de criminalité qui sont toujours en vigueur et le gouvernement refuse de les abroger. À maintes reprises, les lois libérales remettent les délinquants violents récidivistes en liberté, ignorent les avertissements de la police et mettent les Canadiens en danger. Les conservateurs, eux, sont prêts à travailler avec tous les députés de cette Chambre pour donner la priorité à la sécurité publique et mettre fin à ces politiques dangereuses. Le premier ministre va-t-il enfin prendre au sérieux la sécurité publique et travailler avec nous pour abroger ces lois, oui ou non? L'honorable ministre de la Justice. Les délinquants dangereux qui commettent des crimes graves ne devraient pas pouvoir être remis en liberté. Monsieur le Président. L'honorable ministre peut recommencer. Monsieur le Président, le député a posé la question, il a blâmé le principe de la retenue. Je vais vous parler de ce principe. Il sera assujetti à un changement dans le projet de loi, mais les conservateurs bloquent ce projet de loi. Malgré ce que nous ont dit les gouvernements provinciaux et les forces de l'ordre, ils nous mettent des bâtons dans les roues. This is supposed to be an exchange of ideas. On est censé échanger des idées. L'honorable ministre a la parole. Après des mois et des mois d'obstruction, nous voyons finalement l'esprit de la collaboration. J'espère que c'est ce qui se poursuivra, cet esprit de collaboration, et non ce qu'on voit aujourd'hui. Le député de Central Newfoundland. Le 27 janvier, la police de Charlottetown est intervenue lors d'une violente intrusion dans une maison impliquant une arme à feu factice, un irritant chimique et une agression. 2 personnes ont été arrêtées. L'un des accusés fait face à plusieurs chefs d'accusation, y compris non-respect d'une ordonnance de mise en liberté. Le principe de retenue continue de remettre les délinquants dangereux en liberté. Les libéraux vont-ils abroger les projets de loi C5 et C75 afin que les Canadiens se sentent de nouveau en sécurité chez eux? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, depuis notre arrivée au pouvoir, nous avons adopté un programme plus sévère en matière de criminalité. Nous luttons contre le genre de situation décrite par le député. Cela fait 8 mois que nous avons présenté le projet de loi C2, mais nous attendons que les conservateurs collaborent. Cette loi aiderait les policiers dans le cadre des enquêtes. Nous demandons de l'aide pour aussi mettre fin au fléau du fentanyl et lutter contre le crime organisé. J'espère qu'ils pourront travailler avec nous. L'honorable député de Vaughan Woodbridge. La semaine dernière, un homme a été abattu à Woodbridge en plein jour. Cette semaine, une maison de Vaughan a été la cible d'une fusillade pour la 4e fois en 5 mois. Le chef de la police régionale de York a déclaré qu'il ne participerait pas au programme fédéral de confiscation des armes à feu, car ce programme ne s'attaque pas aux véritables sources de la criminalité liée aux armes à feu. 9 provinces et territoires ont décidé de ne pas y participer. Des dizaines de services de police ont aussi refusé d'y participer. Donc, sans le soutien de la police ni des provinces, le gouvernement libéral mettra-t-il enfin un terme à ce programme de confiscation inutile et réorientera-t-il ses ressources vers la lutte contre les armes à feu illégales et les récidivistes violents? L'honorable ministre, la semaine dernière, le premier ministre a rencontré les premiers ministres de tout le Canada et les 13 ont unanimement demandé à ce que la Chambre adopte le projet de loi C14.
les députés d'en face disent qu'ils veulent sévir contre la criminalité, mais ils refusent d'adopter ce projet de loi qui pourtant assurera la sécurité des Canadiens. Assez de paroles, il faut passer aux actes et donc je les exhorte à adopter le projet de loi C-14. L'honorable député de Long Range Mountain. Alors que les crimes violents et les extorsions continuent d'augmenter partout au Canada, le gouvernement continue de cibler les Canadiens respectueux des lois plutôt que les criminels. 9 provinces et territoires ont informé le gouvernement qu'ils ne participeraient pas au programme libéral de rachat des armes à feu à Terre-Neuve-et-Labrador. Le premier ministre a été clair. Il a dit que le gouvernement fédéral devrait se concentrer sur les criminels et non les chasseurs respectueux des lois. Des dizaines de services de police ont déclaré qu'ils ne participeraient pas à ce programme. Et même le ministre responsable a admis en privé que c'était une mauvaise idée. Les libéraux, dis-je, mettront-ils un terme à ce programme de rachat inutile? L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'il s'agissait d'inflation alimentaire, les gouvernements responsables en font davantage. Et c'est pourquoi les gens sont prêts à rendre volontairement leur arme à feu pour faire sortir leur arme à feu de la communauté. Et nous avons d'autre part investi massivement à nos frontières pour freiner les armes à feu et nous avons proposé des projets de loi visant à aider les policiers à attraper des criminels, mais les conservateurs ont freiné ces mesures. Alors, je les encourage à nous aider. L'honorable député de Brampton Centre. Monsieur le Président, des simples policiers jusqu'aux chefs de police, tous dans les forces de l'ordre, ont demandé au Parlement d'adopter rapidement le projet de loi C-14, la loi sur la réforme de la mise en liberté sous caution, afin de mieux lutter contre les récidivistes violents. Dans ma propre communauté de Brampton, le maire Patrick Brown et la police régionale de Peel félicite le gouvernement pour son travail à ce chapitre. Le ministre de la Justice peut-il expliquer comment le projet de loi C-14, la loi sur la réforme de la mise en liberté sous caution, répond à ces demandes et protège les communautés? L'honorable ministre, je remercie ma collègue de sa question et je la remercie également de préconiser l'adoption de lois qui répriment la criminalité. Le processus qui a été suivi est reflété dans le projet de loi, c'est-à-dire que nous avons discuté avec les policiers, avec les gouvernements provinciaux, ce qui nous a permis de mieux comprendre le processus d'audience de mise en liberté sous caution. Je remercie particulièrement le maire Patrick Brown. Nous avons travaillé avec les policiers, avec les municipalités, avec les provinces, ainsi nous aurons un meilleur régime. L'honorable député de Kildonan-Saint-Paul. L'économie du Canada survit grâce à un respirateur artificiel. C'est ce qu'on a trouvé dans Bloomberg. Les entreprises reportent leur expansion. On prévoit que l'investissement sera faible en 2026, dis-je, et c'est très mauvais pour les emplois au Canada. Il n'y a aucun plan important de transformation qui est prévu à l'ordre du jour législatif du premier ministre. Quand agira-t-il? La ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, j'ai beaucoup de respect pour ma collègue, mais elle ne parle pas de toutes les données qui sont importantes ici, parce que les données montrent qu'il y a une augmentation des salaires qui a eu lieu au cours des dernières années. L'inflation, elle, s'est établie à 2,4 %, donc les salaires augmentent davantage que l'inflation. Et la Banque du Canada a maintenu son taux d'intérêt à 2,25 % et le gouverneur de la Banque du Canada a dit que l'économie s'améliorait. 189 000 emplois ont été créés, c'est plus qu'aux États-Unis. L'honorable député de Kildonan-Saint-Paul. La menace d'une récession est réelle et rien de ce que le gouvernement a fait ne permettra de contrer la situation économique. En novembre, le PIB a chuté de 12,6 % dans le secteur de l'automobile. Il y a eu des milliers de mises à pied. Sans des mesures importantes pour faire croître l'économie et protéger les emplois, le Canada pourrait tomber en récession. Les conservateurs ont proposé de baisser les taxes, notamment, et de faire tomber les obstacles pour que nous puissions procéder à des constructions aussi rapidement que possible. Quand y aura-t-il un vrai plan de la part du gouvernement? L'honorable secrétaire d'État.
les conservateurs lancent des slogans. Nous avons annoncé une prestation qui donnera 1 900 $ aux Canadiens. Leur leader n'a jamais occupé un emploi dans l'économie. C'est le contraire du premier ministre. L'honorable député de York-Durham, on a dit dans les médias que l'économie du Canada survivait grâce à un respirateur artificiel. Qu'en est-il des investissements? Un rabais sur la TPS ne va pas raviver le patient. Dans le cas qui nous occupe, il y a des lois anti-développement qui lient les mains des Canadiens qui voudraient rebâtir notre pays. Alors, quand le gouvernement aura-t-il le courage d'éliminer ces obstacles? L'honorable ministre, j'ai de bonnes nouvelles. Il y a eu une annonce de la construction d'un pipeline. Il y a eu l'annonce d'un soutien au pipeline Sunrise. Et il y a une usine à Regina qui vient d'annoncer sa rouverture. Nous bâtissons un Canada solide. L'honorable député de York Centre. Il s'agit d'illusion parce qu'il n'y a pas un projet qui a été approuvé formellement. Bloomberg a dit que ma province de l'Ontario était l'homme malade du Canada, c'est-à-dire qu'il y avait des difficultés quant au niveau de vie plus importante que partout ailleurs au Canada. Donc, l'Ontario s'en sort plus mal que lorsque le premier ministre a été élu, parce qu'il n'arrive pas à trouver une entente avec les États-Unis. C'est une question sérieuse qui mérite une réponse sérieuse. Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'y a-t-il pas de plan d'entente avec les États-Unis? L'honorable ministre, j'invite le député à se rendre à Darlington où nous bâtissons les premiers petits réacteurs modulaires. Ce sont d'excellents emplois. Nous bâtissons un Canada fort. L'honorable député de York Centre. Une nouvelle étude de Rosenberg révèle que l'économie canadienne est sous assistance respiratoire. Le PIB par habitant est en baisse. Le secteur de la construction stagne. L'inflation alimentaire est hors de contrôle et des milliards de dollars fuient vers le sud de la frontière. Et donc, il faut faire en sorte que notre économie soit relancée en abrogeant des lois anti-développement. Quand le premier ministre travaillera-t-il avec nous pour construire rapidement? L'honorable secrétaire d'État, je demande aux conservateurs de travailler avec nous. Nous pouvons travailler ensemble pour l'amélioration de ce pays. Qu'avons-nous vu hier? S'ils ne veulent pas écouter les libéraux, c'est une chose, mais ils devraient écouter le premier ministre Harper qui a parlé d'un moment de rupture pour ce pays et il nous a appelés tous à faire ce qui s'impose pour le Canada. Il y a des prestations pour besoins essentiels, par exemple, qui pourraient être appuyées. Il leur appartient d'agir. L'honorable député de York Centre, près d'1 an après les élections, le premier ministre devrait être jugé non pas selon ses paroles, mais selon ses actes. Le déficit a doublé. Il n'a pas conclu d'accord commercial. Aucun nouveau pipeline n'a été approuvé. Les barrières commerciales interprovinciales demeurent. Nous avons le plus haut taux d'inflation alimentaire du G7. Nous devons continuer à bâtir des projets. Va-t-il abroger les lois libérales anti-développement ou notre économie demeurera-t-elle sous respirateur artificiel? L'honorable ministre, il y a un plan visant à créer d'énormes investissements. Nous voulons bâtir les infrastructures dont mon collègue vient de parler. Il existe donc un plan qui a été présenté à la Chambre qui prévoit de la déréglementation, des investissements et qui ferait du Canada l'une des destinations fiscales les plus attractives. Alors, nous allons proposer ce plan et les députés d'en face vont-ils l'appuyer? Monsieur le Président, la prestigieuse firme de Bloomberg n'y va pas de main morte et je cite
Le titre, l'économie canadienne est sous assistance respiratoire et le pays est en récession. C'est pas les conservateurs qui disent ça, c'est Bloomberg. D'ailleurs, dans un article qu'ils écrivent sur le logement au Canada, si l'on regarde la dernière année, les dépenses en construction résidentielle sont restées parfaitement stagnantes. Monsieur le Président, les Canadiens méritent mieux. Nous, on est prêts à travailler avec le gouvernement pour que le gouvernement baisse les taxes inflationnistes. Vont-ils le faire pour le bien de tous les Canadiens qui veulent des vrais résultats? L'honorable ministre responsable du commerce Canada-États-Unis. Monsieur le Président, nous sommes évidemment très contents de l'offre de notre collègue de travailler avec le gouvernement afin d'améliorer l'économie du Canada, de faire en sorte que nous soyons un pays qui reçoit des investissements historiques de l'étranger et du Canada afin de bâtir une économie plus résiliente, plus forte, de créer des emplois dans tous les métiers à travers le Canada. Et j'attends avec impatience notre collègue et je lui demande d'appuyer la loi sur l'exécution budgétaire. C'est ça le plan qu'il vient de décrire. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent, Kiawanrak. Monsieur le Président, les Canadiens veulent de vrais résultats. Ils sont impatients d'avoir de vrais résultats parce que depuis 10 ans que ces gens-là sont au gouvernement, l'économie a baissé au Canada. C'est ça la réalité. Et l'inflation alimentaire, elle frappe toutes les familles canadiennes avec la pire inflation alimentaire du G7. Le ministre le sait. Il y a de quoi avoir honte de cette réalité-là. La Banque du Canada précise que les entreprises vont reporter leur plan d'expansion et les investissements vont être faibles. Quand le gouvernement va-t-il prendre des mesures concrètes pour avoir de vrais bons résultats pour les familles canadiennes? Honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, mon collègue le sait très bien, nous avons un plan. Le plan s'appelle la loi concernant l'exécution du budget. Depuis trop longtemps, il y a de l'obstruction de la part de l'opposition, des conservateurs. Malheureusement, les Canadiens s'attendent en ces moments difficiles où la géopolitique est plutôt très, très intense et en même temps qu'il y a vraiment des familles à travers le pays qui font, bien entendu, qui font face à des difficultés budgétaires. Ils s'attendent à ce qu'on puisse travailler ensemble. Alors, vont-ils voter en faveur du budget, oui ou non? Comment peut-il arrêter l'obstruction budgétaire? Exactement. L'honorable député de Chicoutimi-Le-Fjord. Monsieur le Président, le premier ministre avait promis que le Canada connaîtrait la plus forte croissance parmi les pays du G7. Un an plus tard, on s'aperçoit qu'aucune lourdeur bureaucratique a été éliminée puis aucune politique anti-développement a été corrigée. Les obstacles s'accumulent puis l'investissement ralentit. Selon Bloomberg, l'économie canadienne est sous respirateur artificiel. Les travailleurs ressentent les effets. Le premier ministre présentera-t-il en fait un plan qui éliminera les obstacles qui empêchent les Canadiens de bâtir, d'investir et de travailler? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, au fond, qu'est-ce que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme partout ailleurs au Québec, comme partout ailleurs au Canada, cherchent? C'est un plan économique, le plan du premier ministre, le plan pour lequel ils ont voté, le plan qui est devant cette Chambre. Les conservateurs font de l'obstruction systémique sur le plan économique du premier ministre. On les exhorte. Là, on a réussi avec C-19, on peut fournir de l'aide aux Canadiens. Mais maintenant, je les exhorte, passez sans amendement la loi d'exécution du budget, la loi C-15, le plan du premier ministre pour bâtir le Canada. L'honorable député de Terrebonne. Monsieur le Président, le mois de février est le mois de l'histoire des Noirs, une occasion de rendre hommage aux Canadiens noirs qui ont contribué à bâtir notre pays et à façonner notre avenir. Cette année marque le 30e anniversaire de sa reconnaissance officielle. Sous le thème « Honorer l'excellence noire à travers les générations, des bâtisseurs de la nation aux visionnaires de demain », le ministre peut-il expliquer à la Chambre pourquoi il est important que chaque année le mois de l'histoire des Noirs soit souligné et de quelle façon le gouvernement en fait la promotion partout au pays? Bonne question. L'honorable ministre de l'Identité de la Culture canadienne. Monsieur le Président, j'aimerais d'abord souligner l'accomplissement de la députée elle-même qui, en se faisant élire à Terrebonne, a réalisé un exploit historique elle-même, car elle est maintenant, je pense, la députée la plus jeune noire au pays dans l'histoire du Canada. C'est un accomplissement important. Comme elle l'a dit, si localement nous célébrons cette année un mois qui célèbre l'excellence de la communauté noire, c'est 85 initiatives et des organisations qui combattent le racisme
justement pour construire un Canada plus fort, parce que l'histoire des Noirs, c'est l'histoire du Canada. The honourable member for Foothills. L'honorable député de Foothills. Il est incroyable d'entendre la ministre des Affaires étrangères dire qu'ils appuient la séance alors que le gouvernement ferme des centres de recherche agricoles, notamment à Québec, Indian Head et ailleurs. Et pourtant, il dépense 19 milliards de dollars pour des consultants, 22 millions de dollars pour un programme qui s'appelle Des fèves pour l'autonomisation des femmes au Congo. Comment le ministre peut-il agir ainsi tout en affichant sa vertu? L'honorable ministre, soyons clairs, les centres de recherche agricole vont continuer à jouer un rôle important pour l'agriculture dans notre pays. Nous maintenons notre présence agricole dans toutes les provinces et le ministère continue d'être le plus grand centre de services scientifiques dans le pays. Nous rationalisons nos services de recherche, nous priorisons les domaines les plus importants et nous harmonisons nos services avec les besoins des agriculteurs et des éleveurs. L'honorable député de Regina Capel. Les gens qui travaillent au centre Indian Head sont les derniers à perdre leur emploi. Ce centre de recherche offre de l'innovation de premier plan en matière de santé des sols notamment. On améliore ainsi la production de l'agriculture et on améliore la vie des agriculteurs. Il y a pourtant des millions de dollars qui sont dépensés pour des projets idéologiques comme par exemple l'agriculture adaptée à l'égalité des sexes au Vietnam. Alors pourquoi ne pas dépenser pour ce qui compte vraiment? L'honorable ministre, Monsieur le Président, je ne sais pas si le député se souvient, mais je vais revenir à ce qui s'est passé en 2012. Ça lui rafraîchira peut-être la mémoire. On dit que la recherche, à l'époque, on disait que la recherche, donc, ne devait pas se concentrer sur des projets isolés et qu'on devait plutôt mettre l'accent sur l'adaptation au climat. Actuellement, c'est ce que nous disent nos parties prenantes et c'est exactement ce que nous avons l'intention de faire. Le député, les libéraux nous disent qu'il faut faire confiance à la science, mais ils mettent à pied les scientifiques qui représentent justement la recherche scientifique. Il y a par exemple le centre de Lacombe et pourtant il y a des millions de dollars qui seront consacrés à un programme de confiscation des armes à feu qui, selon les experts, ne servira à rien. Alors que ces millions de dollars, ces 742 millions de dollars, pourraient plutôt servir à maintenir le centre de recherche agricole de Lacombe pendant 40 ans. Alors, pourquoi mettre fin à ce programme qui fonctionne? L'honorable ministre, Monsieur le Président, nous avons parlé à des parties prenantes de tout le pays. Nous voulons continuer de faire progresser la recherche et le ministère continue d'être le centre de recherche agricole le plus important du Canada, mais nous avons l'occasion de transformer ce secteur. Nous allons continuer d'investir dans la recherche agricole. Nous allons établir des partenariats avec les universitaires, discuter avec nos parties prenantes et offrir les meilleurs services scientifiques du monde entier, comme c'est le cas actuellement. L'honorable député de Carleton. Monsieur le Président, les commettants de ma circonscription de Carleton veulent savoir ce que fait le gouvernement en matière de hausse du coût de la vie. Le député semble susciter des réactions extrêmement bruyantes. Alors, je vais vous demander de reprendre depuis le début. Merci, Monsieur le Président. Les gens de ma circonscription de Carleton veulent un leadership sérieux. Ils veulent savoir ce que fait le gouvernement pour faire baisser le coût de la vie dans ce pays.
We'll try again. We'll try. Bon, nous faisons une autre tentative. L'honorable député de Carleton, veuillez reprendre depuis le début. Monsieur le Président, merci. Voilà pourquoi les conservateurs ne cessent de perdre. Les résidents de la circonscription de Carleton veulent savoir ce que fait le gouvernement pour les aider à composer avec la hausse du coût de la vie. Il y a de bonnes nouvelles. Le secrétaire d'État à l'Agence du revenu du Canada peut-il informer la Chambre des mesures prises par le gouvernement pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens? L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, je suis ravie de voir que la circonscription de Carleton est maintenant réellement représentée. Nous voulons aider les familles à se nourrir. C'est pourquoi nous avons coupé la taxe sur le carbone pour les consommateurs. Et la semaine dernière, nous avons annoncé une prestation pour l'épicerie et pour les besoins essentiels. Il est temps de mettre fin aux grands discours, aux slogans. Il faut aider les Canadiens et bâtir un Canada fort. L'honorable député de Swift-Current. Le premier ministre a reconnu qu'un pays qui ne peut pas subvenir à ses propres besoins alimentaires a peu d'options. Et pourtant, le gouvernement actuel ferme 7 centres de recherche agricole. Et ces centres sont essentiels pour cultiver des denrées alimentaires qui nourriront le Canada malgré notre climat rigoureux. Il y a des millions de Canadiens qui sont dans la file d'attente devant les banques alimentaires. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de réduire nos activités de recherche agricole dans ce contexte? L'honorable ministre, je me suis rendue dans tout le pays et j'ai entendu dire que nous pouvions faire mieux en matière de recherche et de développement. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous écoutons les professionnels dans ce domaine. Et nous n'allons pas éliminer la science dans ce pays. Au contraire, la science est extrêmement importante pour le milieu agricole et nous allons continuer de nous améliorer à ce chapitre. L'honorable député du Nunavut. Les gouvernements libéraux et conservateurs successifs ont mal géré l'acquisition d'avions de combat et cependant des décennies. À l'heure où Trump menace la souveraineté du Canada et de nos alliés, les néo-démocrates demandent au premier ministre d'annuler tous les contrats d'achat de F-35 et de s'engager plutôt à acheter des Saab Gripen suédois. Allons nous en remettre à l'armée américaine? Est-ce que le premier ministre va faire ce changement ou est-ce que son discours à Davos ne voulait rien dire? L'honorable ministre, il s'agit d'investissements générationnels dans l'armée. C'est ce que nous faisons et nous allons acquérir une nouvelle flotte d'avions de chasse. Nous allons faire ce qui est le mieux pour le Canada et pour les besoins des forces armées canadiennes. Nous allons acheter les avions dont les forces armées ont besoin, tout en répondant aux besoins économiques du Canada. C'est exactement ce que nous allons faire. J'aimerais attirer l'attention des députés sur la présence dans les tribunes de l'honorable Kelly Green, ministre de la Gestion des urgences et de la préparation au changement climatique de la Colombie-Britannique. C'est le vote maintenant.